Ils attaquent à nouveau. Le 13 avril 2025, les forces Houthis ont lancé non pas un, mais deux missiles balistiques depuis les profondeurs du territoire yéménite, ciblant des installations militaires israéliennes. En un instant, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout Jérusalem et Tel Aviv. Ces missiles sont rapides, bruyants et mortels. Mais ils ne visaient pas uniquement Israël. Ils testaient les limites et provoquaient un ours beaucoup plus imposant. Car au large, dans les eaux internationales, un groupe de porte-avions de la marine américaine était en état d'alerte maximale. Et quand des missiles commencent à voler dans une zone de guerre, particulièrement ceux lancés par des rebelles soutenus par l'Iran, les États-Unis ne restent pas les bras croisés. Leur riposte sera puissante. Alors que s'est-il réellement passé après le lancement de ces missiles ? Et comment cela a-t-il failli déclencher quelque chose de bien plus grave ? Les Houthis n'ont pas simplement lancé un missile. Ils envoyaient un message. À exactement 3h40 et 1 du matin, heure locale, deux missiles balistiques ont tracé une courbe dans le ciel matinal, lancés depuis le territoire contrôlé par les rebelles, dans le nord-ouest du Yémen. Les services de renseignement ont révélé que leur cible prévue était des installations militaires israéliennes, probablement près de Tel Aviv ou dans la périphérie de Beersheva. Mais ils n'ont jamais atteint leur destination. Un missile a été intercepté en plein vol par la défense aérienne israélienne. Le second missile s'est désintégré dans le ciel au-dessus du sud de la Cisjordanie, dispersant des débris métalliques sur Hébron. Heureusement, aucune victime n'a été signalée. Ce timing n'était pas une coïncidence. L'attaque est survenue quelques heures seulement après une réunion conjointe des services de renseignement américano-israéliens, qui mettaient en garde contre l'intensification des activités iraniennes via ces réseaux mandataires, notamment le transfert d'arsenaux de missiles Houthis vers Sada et Houdaïda. Depuis des années, les Houthis prétendent mener une guerre défensive contre l'influence saoudienne et israélienne. Mais leur capacité raconte une autre histoire. Ce ne sont pas de simples roquettes artisanales, ce sont des missiles balistiques fournis par l'Iran. Considérez le Burkan 2H, un monstre à propergol solide d'une portée de 1000 km, capable de transporter une ogive d'une demi-tonne, conçu pour semer le chaos bien au-delà des frontières du Yémen. Et ce n'est pas leur premier essai. Fin 2021, ils ont lancé des missiles similaires vers Riyad. Fin 2023, les Émirats arabes unis étaient leur cible. Mais attaquer Israël, c'est une escalade d'un tout autre niveau. Alors qu'Israël déployait ses avions de chasse et lançait des missiles d'interception, à seulement 400 000 nautiques, le groupe aéronaval USS Dwight D. Eisenhower patrouillait en mer Rouge. Plusieurs destroyers, notamment l'USS Gravely et l'USS Laboon, ont suivi le lancement depuis le début, mais n'ont pas intervenu, simplement parce que ce n'était pas leur espace aérien. Ces dernières années, les Houthis ont multiplié les attaques contre des navires marchands, ciblé des installations pétrolières saoudiennes et testé des drones contre des destroyers américains. Ils ne sont plus une simple milice locale, mais une force déstabilisatrice dotée d'armements à longue portée qu'ils n'hésitent pas à utiliser. Bien que cette attaque n'ait pas fait de victimes, elle démontre que les Houthis sont prêts à frapper plus loin, plus profondément et avec une précision sans précédent. Cette évolution les rend plus dangereux que jamais. Que se passe-t-il lorsqu'un groupe rebelle déstabilisateur lance des missiles stratégiques dans une zone sensible patrouillée par la marine la plus puissante du monde ? En janvier, les Houthis ont lancé des vagues de drones et de missiles anti-navires contre des groupes de navires internationaux dans le détroit de Bab el-Mandeb. Cet incident a déclenché une riposte directe des États-Unis sous forme de frappes de missiles Tomahawk contre les stations radars, les sites de lancement et les dépôts d'armes sur l'ensemble du territoire contrôlé par les Houthis. Depuis lors, les navires américains sont restés dans un état de préparation au combat quasi permanent. Ainsi, le 13 avril, l'état d'alerte n'était pas une surprise. Ce qui était différent, c'était la cible de ces missiles. Les missiles visant Israël, particulièrement ceux lancés depuis le Yémen, signalaient une escalade majeure dans la région. Et quand vous disposez d'un porte-avions équipé d'une flotte aérienne complète, de centaines de missiles guidés et de plus de 5000 marins, quiconque ose vous défier ne fait que sceller son propre sort. Voici comment ce super porte-avions fonctionne. Le système de combat Aegis, le cerveau numérique des destroyers les plus avancés de la marine, analyse en permanence les données de trajectoire 24 heures sur 24. Simultanément, un avion E-2D Hawkeye est constamment en vol, transmettant des renseignements au groupe naval. Le contrôle aérien est transféré au centre de commandement de combat de l'Eisenhower, où le personnel coordonne les patrouilles aériennes, ajuste les plans de vol et déploie des avions de combat intercepteurs comme le F, ADX-8E Super Hornet. Mais la grande question demeure, les États-Unis vont-ils vraiment riposter ? Après des années de menaces des Houthis et de multiples attaques contre des cibles commerciales et militaires en mer Rouge,
il est évident que les États-Unis ne peuvent pas rester passifs face à cette situation. Selon les analystes militaires et les images satellites, 2 bombardiers B-1B lanceurs ont été discrètement déployés depuis Diego Garcia. Cette même nuit, le CENTCOM a confirmé une frappe aérienne sur une station radar des Houthis, supposément impliquée dans les récents lancements de missiles. Aucune victime civile n'a été signalée, aucun avertissement n'a été donné, seulement un missile guidé de précision et une explosion assourdissante qui a tout anéanti. Mais ce n'était que le prélude. Dans les 48 heures suivantes, les États-Unis ont lancé une offensive coordonnée multi-cibles contre les infrastructures militaires des Houthis. Cette opération visait les présumés dépôts de missiles, les centres de commandement et de contrôle, ainsi que les systèmes de défense aérienne près de Hudaïda. Les images provenant de sources locales ont révélé de nombreuses explosions secondaires après l'impact des missiles, suggérant la destruction totale des dépôts de munitions ou de carburant des Houthis. Les missiles de croisière, probablement des Tomahawk lancés depuis des destroyers en mer Rouge, ont frappé avec une précision terrifiante. Contrairement à l'artillerie traditionnelle ou aux frappes aériennes, ces armes guidées par GPS volent à basse altitude, épousant le terrain jusqu'à l'impact sur leur cible. Lorsqu'on entend leur approche, il est déjà trop tard pour les intercepter. Simultanément, les équipes de guerre électronique navale ont vraisemblablement brouillé les systèmes radars des Houthis, perturbant leur capacité de riposte coordonnée. Dans les 72 heures suivant la réponse américaine, les canaux médiatiques des Houthis sont restés silencieux. Aucune vidéo de victoire, aucune déclaration de défi, seulement un silence embarrassant et humiliant. Ce n'était pas simplement une représaille, mais une déclaration, un message adressé non seulement aux Houthis, mais aussi à leur soutien à Téhéran. Si vous escaladez, nous riposterons, rapidement, stratégiquement et sans hésitation. Il est crucial de souligner qu'il ne s'agissait pas d'un acte de guerre. C'était une démonstration de puissance et de domination. Les États-Unis n'ont pas rasé Sanaa, ni procédé à des bombardements massifs sur les territoires contrôlés par les rebelles. Au lieu de cela, ils ont mené des frappes calculées sur des cibles militaires spécifiques, suffisamment pour envoyer un message mais pas assez pour déclencher une guerre totale. C'est l'art de la dissuasion contrôlée. Mais cela soulève une question plus large. Que se passe-t-il réellement ici? Pourquoi les Houthis, un groupe rebelle principalement concentré sur le conflit interne au Yémen, prennent-ils le risque de provoquer une puissance navale mondiale? La réponse, comme souvent dans cette région, est plus complexe qu'il n'y paraît. Les analyses de sécurité suggèrent que ces attaques ne concernent pas uniquement Israël ou le Yémen. Elles s'inscrivent dans une stratégie plus large de l'Iran, visant à exercer une pression sur ses rivaux régionaux et à tester la réaction occidentale face à ces événements. Les Houthis, armés et entraînés par l'Iran, sont devenus un instrument dans un jeu géopolitique plus vaste. Et c'est précisément ce qui rend la situation particulièrement dangereuse. Car lorsque vous avez des forces mandataires équipées d'armements sophistiqués, opérant dans une zone déjà tendue, avec la présence de grandes puissances militaires, le moindre incident peut rapidement s'intensifier en une crise beaucoup plus importante. À l'heure actuelle, la situation s'est apaisée, du moins temporairement. Les Houthis ont cessé leurs attaques de missiles. Les navires américains maintiennent leur présence dissuasive. Et Israël continue de renforcer sa défense antimissile. Mais les tensions persistent, comme une mèche qui se consume lentement, car tous savent que ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un acte dans une pièce beaucoup plus longue, et la prochaine fois, quand les missiles s'envoleront, les choses pourraient être très différentes. Car dans le monde de la guerre par procuration et des conflits asymétriques, la frontière entre dissuasion et escalade peut être aussi fine qu'un fil de soie. Pendant ce temps, les marins à bord de l'USS Eisenhower et de ses navires d'escorte poursuivent leur mission avec vigilance. Ils observent, attendent et restent prêts à ouvrir le feu à tout moment, car c'est leur devoir de maintenir l'ordre mondial. Et dans une région où la paix est aussi fragile que du cristal, leur présence est le seul rempart qui empêche les petites étincelles de se transformer en incendies dévastateurs. Le moment est venu de nous dire au revoir. Nous espérons que le contenu d'aujourd'hui vous a apporté des informations enrichissantes et intéressantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures publications passionnantes. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci beaucoup de votre attention et rendez-vous demain à la même heure.